Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Multi-21. Nous sommes ici pour présenter le Grand Prix d'Espagne 2019, la 5e manche du championnat du monde de Formule 1. Cette semaine, je suis tout seul, comme Aurélien, pour la présentation du Grand Prix d'Azerbaïdjan, puisque voilà, il y a eu des empêchements. L'un d'entre nous, Paul Perardel, qui était avec moi pour la présentation de la Formule 1, est d'ailleurs sur place ce week-end. On espère avoir ses impressions dès la semaine prochaine. Et donc, on va rapidement revenir sur ce Grand Prix, sur les enjeux. À commencer tout d'abord par les évolutions moteurs. Alors, si vous nous suivez depuis le début de l'année, vous savez que c'est un point important qu'on a évoqué depuis les 4 premiers Grands Prix. Les évolutions qui allaient arriver lors du retour en Europe, les évolutions qu'on attendait lors du retour en Europe. Eh bien, ça y est. Les évolutions ont été annoncées ces derniers jours puisque Renault a annoncé avoir fait une Gen 2 de son moteur, donc une nouvelle génération de son moteur 2019 qui sera pour l'instant uniquement utilisé sur les monoplaces du Losange. Alors peut-être que dans les Grands Prix qui vont suivre, peut-être pas des Monaco, mais peut-être au Canada, selon le feedback et selon le retour, on aura ces moteurs Renault deuxième génération sur les McLaren, mais pour l'instant c'est uniquement sur les voitures de Nico Hülkenberg et de Daniel Ricciardo. Même évolution moteur du côté de chez Ferrari, qui ne sera aussi que disponible sur les voitures de la Scuderia, uniquement pour Charles Leclerc et Sébastien Vettel. Pour l'instant, nos amis de chez Alfa Romeo et de chez As devront se contenter de la Gen 1, encore une fois peut-être en attendant des retours. Voilà. Et d'autres améliorations ont été annoncées, notamment des améliorations aéro. Pour l'instant, on a eu des confirmations de chez McLaren, de chez Mercedes et de chez Williams qui ont apporté des améliorations aéro. Alors on ne les connaît pas encore puisque les voitures n'ont pas encore fait le roulage dans le paddock. On n'a pas encore eu tout le retour de ce jeudi d'essai puisqu'on enregistre ce jeudi veille des essais libres. On aura peut-être beaucoup plus de retours demain et peut-être qu'on verra notamment des évolutions aussi chez la Racing Point qui en avait annoncé. Alors si on revient rapidement sur ce circuit de Barcelone, c'est un circuit un peu spécial dans l'histoire de la F1 puisque c'est le circuit actuel des tests hivernaux, ce circuit de 4 km 655 qui est situé au nord de Barcelone. Alors, beaucoup de virages techniques, c'est pour ça d'ailleurs que ce circuit a été choisi comme circuit d'essai pour la F1, tout simplement parce qu'il recense beaucoup de points du calendrier, des longues lignes droites, des enchaînements très très rapides, des chicanes lentes, des changements d'altitude. Bref, tout ce dont la F1 a besoin, elle le trouve à Barcelone. Donc c'est pour ça que les essais hivernaux ils sont pratiqués depuis des années. On a eu une petite pige à un moment à Sakir, mais c'est essentiellement ici à Barcelone. Et puis, ça fait que l'ensemble des écuries connaissent parfaitement ce circuit pour le tester en hiver. Donc c'est vrai que c'est un circuit où on a parfois un manque de spectacle quand même assez important, dû au fait que toutes les écuries le connaissent, il n'y a pas vraiment d'imprévu. Sauf que ce qui apporte le spectacle à Barcelone chaque année, c'est aussi ces évolutions qui arrivent et qui changent complètement la hiérarchie. Alors, parfois c'est autre chose, comme en 2012 avec la victoire de Pastor Maldonado, sorti de nulle part et lors d'un week-end où il avait dominé la qualif comme la course, même si en qualif, Lewis Hamilton avait été déclassé, mais Pastor Maldonado avait fait très grande impression. On se souvient de la première victoire en F1 de Max Verstappen en 2016, après le crash des deux Mercedes de Rosberg et Hamilton au virage numéro 4, au Repsol. Et voilà, ça nous a apporté quelques courses formidables, mais aussi des Grands Prix un peu plus mornes. Alors, qui dit évolution du côté de chez Ferrari, dit espoir pour les tifosi. Après 4 doublés Mercedes, va-t-on enfin voir Ferrari remporter sa première victoire? Alors, si vous nous suivez, vous savez que moi, je suis grand supporter d'Hamilton. J'ai beaucoup de mal avec la Scuderia Ferrari, mais j'aurais tendance à dire oui. Ça peut être la première victoire pour Ferrari. Ils se sont pris une grande claque sur ces 4 premières courses. Une claque en termes de performance, en termes de stratégie, en termes de niveau des pilotes. Tout a été en faveur de Mercedes, alors que les essais hivernaux annonçaient le contraire. On annonçait un Bottas morne par rapport à un duo Vettel-Leclerc très très solide. On annonçait une monoplace Ferrari extrêmement performante. On l'a vu en essai libre, mais ni en qualification ni en course. Et là, c'est l'occasion de se refaire la cerise, puisque Ferrari a forcément envie de vengeance, Ferrari est forcément orgueilleux, et nul doute qu'à Maranello, on a énormément bossé sur cette version 2 du moteur, et que ça va énormément les aider. Alors,
ce n'est pas la seule chose qui doit les aider. Ce qui doit aussi les aider, c'est forcément comprendre les erreurs stratégiques qu'il y a eu lors des 4 premiers Grands Prix, les analyser et les corriger. Et ça, nul doute que la Scuderia l'a fait, enfin du moins je l'espère, puisque si ce n'est pas le cas, c'est quand même une faute professionnelle très grave, mais je pense que c'est le cas, et c'est pour ça que pour moi, Ferrari, théoriquement, devrait remporter son premier Grand Prix de la saison, ici, lors du retour sur les terres européennes, et commencer à mettre le doute dans la tête de Mercedes, qui se dira peut-être que cette évolution Ferrari est la bonne et que nous devons redoubler d'efforts. C'est ma vision pour l'instant, encore une fois, voilà, c'est le jeu, on le fait avant les essais, donc on ne sait pas réellement ce que vaut cette évolution, mais c'est mon sentiment maintenant. Maintenant, l'autre point important de ce Grand Prix, ce n'est pas le top 3, mais c'est la hiérarchie après. On le sait, on a vu beaucoup d'écuries performantes à un moment ou à un autre de la saison. On a vu Alfa Romeo nous faire des grandes choses sur les 2 premières courses. On a vu McLaren très bien terminer en Azerbaïdjan. On a vu Racing Point être plutôt constant malgré un manque de développement dans la voiture lié aux soucis de l'été dernier. On a vu Renault en dents de scie complètement. On a vu Haas de la même façon en dents de scie, et c'est réellement là où la hiérarchie va se faire. Alors déjà, Renault, comme on l'a dit au début, va améliorer son moteur sur cette course et peut donc remonter dans la hiérarchie. On rappelle que pour l'instant, ils sont 7e sur 10 au classement constructeur. C'est très très bas pour Renault par rapport aux moyens qui ont été annoncés. Et nul doute que cette hiérarchie dans le milieu de peloton va changer. Alors de quelle façon ? Moi, de mon avis aujourd'hui, je pense que à l'issue de cette course, il en ressortira que Renault est la 2e meilleure force dans le reste du paddock, derrière Racing Point. Alors pourquoi Racing Point premier ? Tout simplement parce que je trouve que depuis le début de la saison, ils font des très bonnes choses avec une voiture assez mauvaise, il faut le dire, et une écurie Mercedes qui ne les aide pas du tout au niveau du moteur, qui leur donne un moteur assez lambda. Et là, avec leurs évolutions aéro tant attendues à Barcelone, je pense qu'on peut les voir passer devant, et donc je les verrai bien prendre la tête du reste. Devant Renault, qui sera encore en phase de déverminage de son nouveau moteur, en phase de rodage de son nouveau moteur, et qui pour l'instant sortira un peu 2e. Je verrai ensuite 3e de cette hiérarchie, donc 6e du classement général, nos amis de chez McLaren, qui bossent plutôt bien pour l'instant, et qui font forte impression, notamment le duo de pilotes. C'est vrai que Sainz et Norris, j'en attendais moins de la part de Sainz, notamment Norris j'étais assez confiant, mais Sainz j'en attendais un peu moins, et les deux m'étonnent positivement, donc je les vois en 6e position. Derrière eux, Alfa Romeo, qui du fait de cette remontée des autres écuries et de ce manque d'évolution d'Alfa Romeo, va un peu rester derrière, mais le travail de Raikkonen va être très important pour la suite de la saison, et nul doute qu'on va les voir dans ce paquet. Et du coup, en dernière position de ce paquet, je verrai encore Haas, qui est un peu limite. Mais bien évidemment, les évolutions qu'on attend surtout, c'est le point d'interrogation Honda. Je n'ai pas parlé de Red Bull, je n'ai pas parlé de Toro Rosso, c'est exprès, c'est les 2 seules écuries dont je n'ai pas parlé, parce que c'est des écuries sur lesquelles on n'a pas d'informations. Aujourd'hui, moi je m'attends à ce que Honda, bien évidemment, du fait de statut de lien privilégié avec les 2 écuries du groupe Red Bull, nous apporte des évolutions très rapidement et sur les 4 voitures. Ça n'a pas encore été annoncé, alors peut-être que ça va l'être dans la nuit, peut-être que ça va l'être pour le prochain Grand Prix à Monaco, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et donc pour l'instant, pour moi, Red Bull et Toro Rosso restent des points d'interrogation. Maintenant, si on passe au niveau des pilotes, eh bien écoutez, je pense que le moment est venu pour annoncer, pour ma part, une première victoire de Charles Leclerc. Il m'a énormément surpris. Je le savais très très fort, mais je ne pensais pas à ce niveau-là. Je pensais honnêtement qu'il allait mettre un peu plus de temps d'adaptation. Je me suis trompé. Il est très rapide, très intelligent. Il comprend très très vite ce qui se passe. Et je pense qu'après sa malchance à Bahreïn, après son Grand Prix un peu compliqué en Azerbaïdjan, c'est l'heure pour lui de montrer qu'il est le patron de la Scuderia, de véritablement prendre le trône de Sébastien Vettel et de gagner. Donc moi je le vois premier, devant un Lewis Hamilton qui, mine de rien, réussit toujours sur cette piste de Barcelone. On n'entend jamais Lewis Hamilton dire que Barcelone c'est un de ses circuits préférés. On sait qu'il est très friand d'un circuit comme le Hungaroring par exemple en Hongrie,
qu'il aime beaucoup ce circuit-là, qu'il aime beaucoup Yas Marina aussi aux Émirats Arabes Unis. Mais on n'entend pas trop parler de Barcelone. Mais je pense que il peut terminer la course second. En troisième position, eh bien, je mettrais Valtteri Bottas, qui certes sur une course comme ça peut-être finira derrière Lewis Hamilton, mais que je vois sur l'ensemble de la saison titiller son coéquipier et pourquoi pas jouer le titre jusqu'au bout. Donc voilà mon podium actuel, mon pronostic podium. C'est Charles Leclerc devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Alors si on passe à nos traditionnels duels d'équipiers, du coup chez Mercedes, je mets Lewis Hamilton devant. Chez Ferrari, je mets Charles Leclerc devant. Chez Red Bull, eh bien, Max Verstappen, on le sait, adore ce circuit. Il a gagné son premier Grand Prix, donc je le mets bien évidemment devant Pierre Gasly. Chez McLaren, eh bien, je mettrai Lando Norris devant Carlos Sainz, même si Sainz jouera à domicile. Je fais confiance au petit anglais. Chez Racing Point, je pense que pas de doute, on va mettre Sergio Perez devant. Chez Alfa Romeo, eh bien, encore une fois, Kimi Räikkönen devant aussi. Antonio Giovinazzi, attention, il faut commencer à le surveiller parce que beaucoup de jeunes attendent dans la Ferrari Driver Academy. Beaucoup de jeunes attendent chez Sauber Junior Team. Et on sait que les deux sont liés à cette écurie Alfa Romeo Sauber. Et il faut qu'il fasse très attention, l'ami Giovinazzi, parce qu'il est déjà dans une très mauvaise spirale. Le genre de spirale qu'avait Brendan Hartley l'an dernier et qui a fait que les rumeurs ont commencé dès le Grand Prix du Canada. Donc là, attention, on arrive sur la fin du premier tiers de la saison. On peut commencer déjà à avoir ce genre de rumeurs arriver. Chez Renault, eh bien, je vois Daniel Ricciardo terminer devant. Il faut que la malchance s'arrête. Il faut que Daniel Ricciardo reprenne son rang. Et je pense que c'est le moment. Donc je mets Daniel Ricciardo devant Nico Hülkenberg. Chez As, eh bien, j'ai envie de mettre Romain Grosjean, qui pareil doit casser ce cercle de malchance. Alors l'an dernier, le Grand Prix d'Espagne n'avait pas été une réussite pour lui, mais je le vois bien terminer cette année. Donc Romain Grosjean devant Kevin Magnussen. Chez Toro Rosso, faisons confiance à Alexander Albon qui n'a pas d'antécédent avec ce circuit négatif ou positif, là où Daniel Ricciardo, bien évidemment, c'était le circuit où il s'était fait évincer au profit de Max Verstappen. Donc je mets Alexander Albon, même si entre les deux, la dynamique dans la saison va souvent changer, je pense, et c'est un duo qui va se tirer vers le haut. Et chez Williams, eh bien, je mets George Russell, puisque Robert Kubica continue de traîner en queue de peloton, malheureusement, et ne comprend toujours pas certains détails hasardeux, comme il le dit lui-même, de sa monoplace. Maintenant, passons à une autre activité du week-end, une autre actualité même du week-end, c'est le grand retour de la Formule 3 sur les Grands Prix. Alors, le grand retour de la Formule 3 en tant que démarrage de saison, mais aussi le grand retour de la Formule 3 sous son nom, puisque l'an dernier, ce championnat s'appelait GP3 et s'appelait dans le même temps F3 Europe. Je m'explique. Cette nouvelle F3, vue dans l'esprit de la FIA pour faire le passage entre les Formule 4 nationales et la F2, a été en réalité la fusion de la F3 Europe et du GP3 qui était sur les Grands Prix depuis 2010. Alors, on fera un épisode spécial sur cette F3 mondiale et sur ces F3 continentales et sur pourquoi la FIA s'est sans doute un peu trompée dans sa façon de procéder. Mais ce sera un épisode à part, je pense que ça arrivera en milieu de saison quand on aura des idées plus claires sur le déroulement de ces F3 continentales qui ont déjà commencé et de cette F3 mondiale. Mais parlons un petit peu de cette F3 mondiale. Donc ce sera 30 pilotes répartis dans 10 écuries, donc 3 pilotes par écurie. Et ce sera pour la plupart de ces pilotes des pilotes liés à un team de F1. C'est pour ça qu'on a le Sauber Junior Team qui est déjà présent, qu'on a HWA, donc qui est une écurie très fortement liée à Mercedes, et qu'on a énormément de jeunes pilotes qui sont liés à Ferrari, à Renault, à Red Bull, bref, à toutes ces grandes écuries. On peut citer par exemple Robert Schwartzman ou Marcus Armstrong qui sont des jeunes pilotes liés à Ferrari depuis un moment. Et c'est là où véritablement on va avoir un premier indice, la F3, sur ceux qui ont le potentiel pour aller en F1. C'est là où vraiment ça se joue, puisque le plateau est très très dense cette année. On a beaucoup de jeunes et c'est là où on verra qui pourra passer le cap pour aller en F2, voire à F1. Donc voilà, donc si vous voulez vous intéresser à cette nouvelle F3
qui débute ce week-end, eh bien, je vous le conseille puisque ça va être assez spécial à voir. Bien évidemment, la F2 est toujours à voir, la F2 est toujours spectaculaire. Mais cette nouvelle F3 le sera tout autant puisqu'elle réunira deux championnats qui étaient extrêmement spectaculaires, la F3 Europe et le GP3. J'ai eu l'occasion de voir du GP3 lors du Grand Prix de Belgique 2014. Et croyez-moi, ce sont des jeunes garçons et des jeunes filles, parfois, puisqu'il y en a aussi, qui n'ont pas froid aux yeux. Et ce sera encore le cas ce week-end. Donc voilà, une course très intéressante pour ce Grand Prix. Je pense que nous avons fait le tour de cette preview de Barcelone. C'est vraiment un Grand Prix très excitant que tout le monde attend, puisque c'est là où véritablement commence la saison. C'est là où la hiérarchie se dessine. C'est là où on voit qui va être là pour durer et qui va être là pour survivre. Donc c'est forcément l'un des moments clés de la saison. Et on se retrouve après la course, peut-être avec des acolytes, on ne sait pas. Est-ce que Aurélien Attard sera de retour ? Est-ce que Paul Perardel sera de retour pour nous livrer ses impressions sur ce Grand Prix d'Espagne ? Eh bien, mystère. Mais en tout cas, profitez bien de ce Grand Prix et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la review. D'ici là, profitez de ce week-end. Salut !